Bonjour tout le monde, merci pour votre intérêt sur CC Cloud. Aujourd'hui, il y a moi, Eric, qui va présenter la formation, et il y a Marc qui est sur l'Etherpad et qui va répondre aux questions et qui va me les faire parvenir si ça vaut la peine. Pour la présentation, on va passer un premier 15 minutes pour que je vais présenter qu'est-ce que Calcul Canada. Et puis après, on va construire notre première machine virtuelle avec l'interface OpenStack par Ethernet. Pour ceux qui sont intéressés de voir quelle sorte de machine que j'utilise, je suis sur un Dell avec Windows 10. Le seul programme spécial d'installer, c'est MOBA Externe, qui est un terminal Linux, style Linux pour Windows. Pour ceux qui ne sont pas sur Windows, mais qui sont sur Mac ou sur Linux, Mac et Linux ont déjà leur propre terminal, alors vous n'avez pas besoin de programme spécial pour suivre la formation. Comme je disais, on va être à peu près 55 000 inscrits. On est présentement une vingtaine sur l'Etherpad, alors on va commencer. Alors, pour ceux qui ne sont pas déjà connectés sur l'Etherpad, le lien est ici. L'Etherpad, c'est ce que je vais utiliser pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, commentaires, si vous m'entendez mal ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez écrire votre question sur l'Etherpad et on va le regarder régulièrement pour y répondre. Si vous avez pas en direct, vous pouvez envoyer vos questions à Formation Calcul Québec. Ça va vous donner ce groupe-là va donner les informations pour les formations qu'on offre à Calcul Québec. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, vous avez d'autres questions sur d'autres formations de Calcul Québec. Pour les questions techniques de cloud, vous pouvez contacter cloud@computecanada.ca. Pour ceux qui n'ont pas de compte cloud en instant, vous pouvez faire la demande sur le site de Compute Canada. La demande se fait en deux étapes. Premièrement, vous devez prendre un compte sur le CCDB, donc à ccdb.computecanada.ca. Excusez-moi. Ça, c'est la banque de données de Compute Canada où on enregistre tous les usagers. Une fois que vous avez votre compte là, vous pouvez aller sur le site de Compute Canada. Dans le portail de recherche, dans les services nationaux, il y a un onglet qui s'appelle Services d'info nuagique de Calcul Canada. Et c'est là qu'ils vont vous donner les instructions pour faire la demande d'un compte cloud. Je vais commencer par présenter qu'est-ce que Calcul Canada. Calcul Canada, c'est un organisme gouvernemental qui offre comme service de supporter les chercheurs en infrastructure informatique. Donc, pour tous les chercheurs du Canada, que ce soit des professeurs d'université ou des personnes de centre de recherche ou autres, on leur offre des capacités de calcul et de plus en plus récemment de la capacité de stockage, je veux dire de la mémoire, et maintenant du cloud pour leurs besoins. Alors, on est 200 experts dans Calcul Canada, dont une quarantaine ici au Québec. Et en tant qu'utilisateur de Calcul Canada, vous avez accès aux 200 membres pour vous supporter dans vos besoins numériques. Le Calcul Canada, c'est séparé en 4 partenaires régionaux qu'on appelle. Dans l'ouest de la Colombie-Britannique, au Manitoba, il y a WestGrid. En Ontario, c'est Compute Ontario. Au Québec, ici, c'est Calcul Québec. Et dans les provinces maritimes, on a AceNet. Pour l'instant, lorsque vous voulez avoir accès à des ressources de calcul au Canada, vous devez premièrement vous inscrire sur la CCDB, qui est à Calcul Canada. Puis, vous devez faire une demande de compte pour un des comptes régionaux. Puis, à partir de ça, vous pouvez faire la demande à la machine en particulier. Donc, pour ceux qui se sont inscrits sur Cloud, vous avez fait une demande à CCDB, puis vous êtes inscrit à WestGrid, puis vous avez fait une demande de Cloud. C'est en 3 étapes. Mais dans le futur, on espère qu'on va ôter toutes les étapes et seulement en se connectant à la CCDB, vous aurez accès à toutes les capacités de calcul sans passer par les partenaires régionaux. Maintenant, les partenaires régionaux, c'est pas local. Donc, si vous êtes au Québec, vous avez le droit d'avoir accès aux machines qui sont en Ontario ou bien en Colombie-Britannique sans problème. Et c'est vrai pour tous les usagers du Canada. Alors, pour l'instant, ce n'est que de la bureautique. Présentement, au Canada, on a
2 systèmes de cloud qui sont en état de marche. À l'Université de Victoria, il y a le West Cloud, qui est le plus gros présentement, qui a 40 nœuds de calcul avec 200 terabits de mémoire. Et puis ici, à l'Université de Sherbrooke, on a un cloud de 36 nœuds de calcul avec 100 terabits de mémoire. Si vous nous faites une demande de compte cloud, c'est sur un de ces 2 sites-là que vous allez être inscrit. Mais au Canada, il y a d'autres sites qui sont des prototypes, comme celui de l'Université d'Alberta, ou qui ont un site qui est beaucoup moins stable, mais qui utilisent pour faire des tests sur le cloud. Donc, pour les usagers qui ont des besoins spéciaux et qui n'ont pas de place sur les systèmes de cloud principal, c'est possible de faire une demande pour le système d'Alberta, mais c'est beaucoup moins stable. Aussi, cette année, l'Université de Victoria va avoir une nouvelle machine de cloud, donc il y aura beaucoup plus une nouvelle machine d'à peu près, si je l'avais entendu, 300 nœuds autour de 300 nœuds. Donc ça, on va avoir beaucoup plus grande capacité de cloud, donc la capacité va augmenter beaucoup au cours de cette année. Alors, pour savoir c'est quoi que vous avez comme accès comme ressources au cloud, je vais expliquer ici c'est quoi les types de comptes que vous avez à Calcul Canada. Donc, si vous vous connectez à Calcul Canada et vous faites une demande de compte, vous le faites soit en tant que chercheur principal, soit en tant qu'utilisateur parrainé. Les chercheurs principaux, ce sont les professeurs des universités ou bien les chercheurs des centres de recherche qui ont leur propre recherche. Et un chercheur principal peut parrainer plusieurs usagers, donc leurs étudiants gradués, des stagiaires ou des chercheurs de d'autres universités à l'extérieur du Canada, en soi n'importe qui ont besoin pour leur recherche, et leur donner accès à leurs ressources. Pour le cloud, toutes les personnes qui ont un compte sur CCDB ont droit à une allocation de base de 2 machines virtuelles. Mais pour les groupes de recherche qui ont besoin de plus que 2 machines virtuelles, le chercheur principal a le droit de faire des demandes à Calcul Canada pour des ressources supplémentaires. Donc, si un chercheur a besoin de 20 machines virtuelles, il y a des moyens de l'avoir en faisant une demande à Calcul Canada. Alors, ici à Calcul Canada, ce qu'on utilise comme système pour le cloud, c'est OpenStack. Ce qu'on en a, c'est de l'infrastructure en tant que service. L'infrastructure en tant que service, c'est un système qui vous permet de créer virtuellement, de construire virtuellement un ordinateur. Donc, vous avez le choix du nombre de processeurs, de la mémoire et des logiciels que vous installez sur votre ordinateur virtuel. Et une fois que l'ordinateur est créé, vous en faites la gestion et puis vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est très polyvalent comme méthode de cloud. Alors, pour ceux qui ont des besoins spéciaux, qui ont besoin d'un logiciel spécial qui n'est pas sur les grappes de calcul normales, vous pouvez l'avoir sur le cloud. Cependant, ça a le défaut que vous devez faire la gestion et installer vos logiciels vous-même. Alors, par défaut, l'allocation que vous avez droit sur le cloud, pour l'instant, c'est 2 machines virtuelles à la fois et 2 adresses IP publiques, dont une qui est cachée dans le réseau que vous n'y avez pas accès. Vous avez le droit à 15 GB de RAM, 4 processeurs virtuels, 40 GB de stockage séparant en 2 volumes. Le volume, c'est comme une partition de disque dur. Et puis 2 instantanés, qui sont des photos des copies d'un disque dur de système d'exploitation pour réutilisation plus tard. L'allocation par défaut peut facilement être changée dans le sens que pour l'instant, il y a juste 2 clouds, donc si on a beaucoup de demandes, l'allocation par défaut va diminuer. Mais avec la nouvelle machine à Victoria, c'est possible qu'on ait plus de ressources, on va avoir plus de ressources dans le futur, et c'est possible que l'allocation par défaut va être augmentée pour refléter nos nouvelles ressources. Alors, si vous faites de votre demande dans 2 mois et que vous n'avez pas le même quota, c'est tout à fait normal. OK. Là, j'ai fini la présentation de Calcul Canada et je vais me diriger en direct sur EastCloud et je vais construire ma première instance avec vous.
Je me connecte sur East Cloud, qui est la machine ici à Sherbrooke, mais l'interface est pareille pour celle de Victoria à West Cloud. Alors pour ceux qui ont un compte sur West Cloud, c'est exactement pareil, vous pouvez suivre pareil. Lorsque vous vous connectez à West Cloud, vous allez probablement à la page de login, et ça ressemble à ceci. Vous avez votre nom d'usager et votre mot de passe. Le mot de passe utilisé, c'est le mot de passe de WestGrid et non pas celui de Calcul Québec ou de Compute Ontario ou n'importe quel autre que vous utilisez. Alors faites attention, ça peut être un mot de passe différent de celui que vous utilisez pour les autres machines de calcul. Une fois connecté, vous allez voir le overview comme ça. Je vais changer de projet. Si vous avez plusieurs projets, vous pouvez changer le projet ici. Le projet que j'utilise, c'est le projet qui correspond aux allocations par défaut. Donc, si vous avez fait une demande d'allocation et que vous avez l'allocation par défaut, c'est exactement le même projet. Et ce projet-là, il est vide dans le sens que je n'ai pas installé aucune machine virtuelle dessus. Donc, c'est comme si c'était un compte neuf que vous recevrez. Maintenant, je vais changer la langue pour le français. Si vous cliquez sur votre nom d'usager ici, je vais zoomer un peu. Si vous cliquez sur mon nom d'usager, il y a Settings. Dans Settings, vous pouvez changer la langue pour le français et sauver. Puis, on peut revenir sur la vue d'ensemble ici par projet, quelques vues d'ensemble. Alors, la vue d'ensemble, ça montre les quotas que vous utilisez. Comme je disais un peu plus tôt, vous avez le droit à 2 machines virtuelles qui sont ici, qui s'appellent des instances, 4 processeurs virtuels, 15 GB de RAM et 40 GB de stockage. Vous avez accès seulement à une seule adresse flottante puisque l'autre est déjà utilisée pour les réseaux. Et puis, il y a un groupe de sécurité qui a été construit pour vous par les administrateurs du cloud. Alors, vous n'avez pas besoin de vous avec eux pour l'instant, il y en a un par défaut. Je vais vous montrer comment le spécifier par après. Alors, pour créer votre première machine virtuelle, on va aller sur l'onglet Instance. Dans l'onglet Instance, on voit la liste normalement des machines virtuelles qui sont en fonctionnement. Alors, pour lancer une nouvelle machine virtuelle, on fait lancer une instance. OK. Ici, pour lancer l'instance, premièrement, on choisit la zone de disponibilité. Il n'y a que Nova pour l'instant, alors on met Nova. On donne le nom à l'instance. On peut appeler formation. Et puis, on a le type d'instance. Le type d'instance, ça correspond à la configuration de votre machine. La première lettre, c'est P pour persistant ou C pour calcul. L'idée, c'est que si vous voulez un site Internet, vous voulez une machine qui est toujours ouverte, mais qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources de puissance de calcul, donc on les a classés dans P. Alors que si vous voulez créer 10 machines de calcul, rouler votre calcul sur les 10 machines, puis après ça, fermer votre machine, ce seraient les configurations qui commencent par C qui sont les mieux appropriées. Le deuxième chiffre correspond au nombre de CPU virtuels. Alors, si je choisis ici un C2, dans le détail de type d'instance, j'ai 2 CPU virtuels. Le troisième chiffre ici, c'est le 3.75 GB. Ça correspond à la mémoire vive. Donc, j'ai 3.75 GB de mémoire vive. Et le troisième chiffre ici, c'est la taille du disque éphémère. Le disque éphémère est de la mémoire qui est sur le même nœud de calcul que les processeurs, mais qui n'a pas de backup. Donc, lorsque ta machine va être fermée, cette mémoire-là va être libérée, puis tu vas perdre l'accès à tes données. Donc, pour le calcul, c'est pratique puisque c'est assez rapide comme type de mémoire. Alors, pour la première présentation, je vais utiliser le C1 comme C1 375-36 comme type. Puisque comme c'est une présentation, je ne veux pas utiliser beaucoup de ressources sur le système pour rien et bloquer les autres utilisateurs qui veulent vraiment l'utiliser. On a aussi l'option de choisir de créer plus qu'une instance, donc plusieurs machines virtuelles à la fois. Donc, on peut créer facilement 2 machines virtuelles ou 3 machines virtuelles d'un coup, avec l'option ici nombre d'instances.
Et dernièrement, il y a la source de démarrage. Dans le type d'instance, c'est comme si on choisit la machine physique, et dans la source de démarrage, on choisit le système d'exploitation. Alors, depuis une image, démarrage depuis une image, on peut choisir un système d'exploitation qui est neuf. Donc, c'est un nouveau système d'exploitation. L'instantané, c'est comme j'ai dit plus tard, si vous créez une machine, vous pouvez copier la mémoire avec les logiciels déjà installés et la garder. Puis vous pouvez repartir une nouvelle machine à partir de cette image-là, qui est ici l'instantané. Le volume, c'est un disque dur externe. De cette façon, ça correspond à un disque dur externe de la machine. C'est de la mémoire qui, lui, a un backup et qui ne disparaîtra pas lorsque vous fermez votre machine. Donc, vous pouvez construire une machine sur un volume, de façon à ce que si vous fermez votre machine, vous avez toujours la mémoire pour la repartir. Alors, pour la présentation, je vais partir à partir d'un nouveau système d'exploitation, alors à partir d'une image. Et comme image, je vais choisir CentOS. Pour l'instant, comme choix d'image, c'est beaucoup de distributions Linux. Donc, il y a Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS. Alors, pour la présentation, j'ai choisi CentOS 7. Donc, avant de montrer la machine, de partir la machine, il faut que je crée une clé pour se connecter. Alors, pour se connecter à la machine, normalement, on pourrait se connecter avec des mots de passe, mais ce n'est pas assez sécuritaire, donc on utilise des clés SSH. Dans Accès Sécurité, l'option Paire de clés, on pèse sur le plus pour créer une nouvelle clé. Une clé SSH, c'est créé justement au terminal que je présentais tantôt, et puis la commande est ici dans la description. Alors, je vais commencer par créer la clé. Je vais l'appeler clé, tout simplement. Et puis, je vais sur mon terminal. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier. Alors, j'ai quelques dossiers où je suis. Et je vais taper la commande pour créer la clé. C'est SSH keygen, donc SSH key generator. On fait l'option "-t" qui veut dire le type de clé. On utilise une clé RSA. "-f" pour fichier, pour le nom du fichier dans lequel on crée la clé. Donc, je l'appelle clé.key, mais le nom du fichier n'est pas important. Alors, pour créer la clé, on peut mettre un mot de passe. Et si le mot de passe est trop simple, il refuse. Alors, je vais créer un autre mot de passe. Alors, ici, la clé a été créée. Et on voit une petite image qui correspond à l'empreinte digitale de notre clé. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a dans le dossier, on a le fichier clé et le fichier clé.public qui ont été créés par la commande. La clé, c'est la clé et la clé publique sont une paire, et il faut les deux clés pour faire la commande. Alors, vous pouvez considérer que la clé, c'est une clé, puis ça, c'est le cadenas. Donc, on va partager la clé publique ou bien le cadenas avec notre machine virtuelle. Alors, on va faire cat clé publique. Cat, ça écrit tout simplement au terminal le contenu du fichier. On va sélectionner notre clé. On va faire copier. Puis on retourne ici dans notre interface. Puis où il y a la clé publique, on fait coller. Et maintenant, on a copié notre clé, on a donné notre clé à notre image sur le nuage. Il faut faire attention que lorsque vous copiez votre clé, qu'il n'y ait pas de ligne blanche ou bien d'espace à la fin de votre clé. C'est vraiment du premier caractère SSH jusqu'au dernier caractère et pas d'espace inutile ni au début ni à la fin. Une fois que ça c'est fait, on clique sur importer la paire de clés. Et maintenant notre clé est sélectionnée par défaut. Le groupe de sécurité qui a été créé par les administrateurs du cloud, défaut, est sélectionné. Pour les autres options, le réseau a déjà été créé par les administrateurs du cloud, alors vous n'avez pas besoin d'en occuper. L'option post-création, c'est utile pour les groupes qui ont plusieurs AG. Si vous voulez permettre de créer plusieurs AG sur la machine virtuelle
en même temps, au début en créant. Vous pouvez aller sur le wiki de Calcul Canada ou bien sur un wiki d'OpenStack pour avoir l'information. Aujourd'hui, on ne parlera pas. On ne parlera pas plus des options avancées. Donc, on va lancer notre machine. Alors, présentement, la machine est en train d'être construite. Et puis, on voit j'ai utilisé une image de CentOS 7 avec la taille, c'est 3 GB de RAM, un virtual CPU, 20 GB de disque, etc. On voit la clé. Alors, ça devrait pas être long, ça prend normalement moins d'une minute à créer la machine virtuelle. Avant de se connecter sur sa machine virtuelle, il y a deux choses à faire. Il faut premièrement associer une adresse IP. On va attendre que la machine ait fini de se construire. Il faut aussi changer la sécurité de nos règles de sécurité. Alors, on va premièrement cliquer sur Accès et sécurité ici. On va regarder le groupe de sécurité de défaut que les administrateurs ont créé. Donc, on va faire gérer les règles de défaut. Donc, pour l'instant, les règles de sécurité qui sont citées sur la machine, c'est que direction de sortie de la machine virtuelle, tout est permis, mais direction d'entrée, tout est bloqué. Alors, on va rajouter une règle pour être capable de se connecter. On va prendre une règle pour se connecter par SSH. Donc, on peut juste cliquer SSH. Pour du temps, ça veut dire, ça nous donne l'option de limiter qui peut se connecter sur la machine. Donc, avec 0.0.0.0.0, tout le monde peut se connecter sur la machine. Si vous connaissez l'adresse IP de votre ordinateur personnel et que vous l'entrez ici, vous êtes les seuls qui peuvent se connecter sur votre machine. Pour l'instant, puisque je ne connais pas l'adresse IP de ma machine pour se connecter, je permets à tout le monde de se connecter sur la machine virtuelle. Alors, je vais ajouter la règle. La règle ici est ajoutée. Donc, on peut se connecter en entrant par SSH et tout le monde va se connecter. Maintenant, on retourne sur l'instance. Sur l'instance, il faut lui donner une adresse IP. L'adresse IP qui est par défaut, c'est une adresse privée qu'on n'a pas accès à l'extérieur du réseau virtuel du cloud. Alors, il faut y associer une adresse IP publique. Donc, on clique sur le plus ici, associer une adresse IP flottante. Là, normalement, au début, vous n'avez pas encore d'adresse IP, alors vous cliquez sur le plus. Ici, vous faites alloquer une adresse IP. Et maintenant, votre adresse IP va être associée à la machine qui s'appelle Formation 1. Associée. OK. Maintenant, je prends une copie de mon adresse et je retourne sur le terminal. À partir du terminal, pour se connecter à la machine virtuelle, on utilise la commande SSH. On fait -i clé. Le -i veut dire identité. Et donc, on met notre clé privée. Et après, on marque l'adresse. Le nom d'utilisateur, puisqu'on a utilisé une image CentOS, c'est CentOS. Donc, CentOS app. Et on met notre adresse. J'ai fait une erreur. J'ai mal collé ma clé. Alors, copie. SSH-i, la clé. CentOS app, mon adresse. Et maintenant, si vous regardez, je peux faire ls. Il n'y a rien.
Euh, je suis logué en tant qu'utilisateur CentOS sur la machine formation 1. Donc, je suis sur ma machine virtuelle. Maintenant, en tant qu'administrateur de la machine, je peux faire sudo yum update, qui est une mise à jour de la machine, ou bien je pourrais faire une installation du logiciel, de n'importe quel logiciel que j'aurais besoin. Et c'est simplement ça qu'une machine virtuelle. Alors, je vais retourner sur l'instance. Là, je vais créer une deuxième machine virtuelle avec des settings un peu différents. Alors, je choisis le nom. Formation 2. Cette fois-ci, je vais choisir une machine P. Les machines P, comme ce ne sont pas des machines de calcul, normalement on les veut plus stables, donc une mémoire permanente. Donc, ici, je vais faire démarrage depuis une image et créer un nouveau volume. Donc, je vais sélectionner une autre image. Ici, je vais utiliser Ubuntu. Et puis, dans tête du périphérique, ça, c'est mon volume. Mon volume, c'est une mémoire, comme pensez à un disque dur externe de la machine. Ce volume-là, lui, il y a des backups faits régulièrement. Donc, c'est de la mémoire permanente. Et lorsque tu vas fermer ta machine, cette mémoire-là va rester derrière. Alors, je mets taille du périphérique 3 GB. Mettez quelque chose suffisamment grand pour que vous ayez votre image complète dessus. Donc, quelques gigs au minimum. Et puis, puisque c'est une présentation, je vais cliquer supprimer après la terminaison. Donc, une fois que je ferme ma machine, mon volume va être effacé. Et si vous ne cliquez pas cette option-là, votre volume va rester. Et donc, vous pourrez repartir votre machine par après. Donc, si vous observez ici, les quotas, il y a une limite des quotas qui sont visibles dans la présentation. En vert, ce sont les quotas qui sont déjà que je vais ajouter en créant l'ensemble de machine. Et en bleu, ce sont la partie du quota qui est déjà utilisée pendant notre machine. Alors, accès sécurité. Le groupe par défaut, c'est le même groupe que tantôt. Je vais choisir, je vais créer une nouvelle clé pour ma nouvelle machine. Alors, je vais appeler cette clé-là Ubuntu clé. Et je vais encore retourner dans mon terminal, SSH keygen tsa f ubuntu.key. Alors, j'écris mon nouvelle clé. Je copie ma clé. Je vérifie qu'il n'y a pas d'espace au début ou d'espace à la fin. Tout va bien. Et je rajoute ma nouvelle clé. Et maintenant, je peux lancer ma machine. Okay. Cette fois-ci, puisque j'ai utilisé le même groupe de sécurité qu'avant, défaut, et que j'ai déjà changé mes règles, je n'ai pas besoin de rechanger mes règles une deuxième fois. Mais, si vous avez remarqué, j'ai une adresse IP publique ici, et je n'ai droit qu'une seule adresse IP publique. Si je retourne sur la vue d'ensemble, j'ai mes deux instances utilisées, la moitié de mes processeurs virtuels, une bonne partie, et mon adresse IP ici. C'est une sur une utilisée. Alors,
Donc, je n'ai pas assez. Donc, il manque une adresse IP. Donc, je vais libérer l'adresse IP de ma publique de ma première machine. Alors, dans plus, je vais faire ceci une adresse IP. Ceci une adresse IP flottante. Je fais ceci. Et maintenant, plus associé. Et je donne mon adresse IP à ma deuxième machine virtuelle. Maintenant, je retourne sur mon terminal. Alors, je peux réutiliser la même commande qu'avant en changeant simplement. Ouais, c'est plus. Pour se connecter, je refais la même commande qu'avant. ssh-i. Ce coup-ci, j'utilise ma clé Ubuntu. Et je me connecte à Ubuntu. Et je recopie mon adresse. Et puisque je me suis connecté sur sa même adresse IP auparavant, mon terminal reconnaît que j'essaie de me connecter à la même adresse, mais c'est pas la même personne. Donc, il nous fait la remarque que c'est peut-être quelqu'un qui essaie de nous hacker, de nous faire une attaque. Alors, il nous demande si la permission de se connecter ou pas. Alors, puisque je sais que c'est ma propre machine que j'ai créée et que ce n'est pas une attaque, j'accepte de me connecter. Alors, maintenant, je suis connecté sur ma deuxième machine. C'est clair. Vous voir ici, je suis connecté en tant qu'utilisateur Ubuntu sur la machine Formation 2. Et encore là, je pourrais faire l'installation des programmes et des mises à jour pour créer la machine que je veux. Alors, je retourne aux instances. Maintenant, puisque ce sont des machines pour des présentations, pour ne pas utiliser les ressources qui sont limitées, qui pourraient bloquer d'autres utilisateurs, je vais les détruire. Alors, je détruis mes deux instances avec ici, terminer instance. Donc, sur le cloud, c'est toujours bien de ne pas laisser les machines inutilisées rouler sur le système, puisque le stockage en mémoire ainsi que surtout les adresses IP sont limitées. Alors, c'est bien de libérer les ressources qu'on n'utilise pas. De type cloud de Calcul Canada. Normalement, si on regarde cloud au niveau le plus large de la définition du terme, ce qu'on veut dire, c'est utiliser des machines qui ne sont pas locales, qui sont à l'extérieur par Internet pour ses besoins numériques. Donc, selon cette définition-là, il y a aussi au Canada, à Calcul Canada, le OnCloud, qui est un service de stockage externe. C'est un Dropbox, grosso modo, où vous pouvez stocker vos données à l'extérieur. Il n'y a aucune capacité de calcul, ce n'est pas c'est pas un ordinateur, c'est vraiment juste du stockage externe. À Calcul Canada, on a aussi le service Globus. Globus, c'est un système de collection, de synchronisation de fichiers entre deux ordinateurs à distance. Donc, vous pouvez synchroniser un dossier sur votre machine locale avec un dossier externe qui pourrait permettre de remplacer n'importe quelle paire de machines en stockage externe à l'image encore de Dropbox. Et puis, on a l'outil que je viens de présenter qui est du cloud avec du calcul avec OpenStack. Alors, c'est bientôt fini. Je voulais juste rappeler que pour faire une demande d'un compte à Calcul Canada, vous pouvez aller sur le CCDB et faire votre demande là. Si vous avez des problèmes lors de la demande du compte,
vous pouvez aller sur le account@computecanada.ca. Et si vous avez des questions techniques sur le cloud, l'adresse pour avoir des réponses, ce serait cloud@computecanada.ca.